Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 24 avril 2024. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Après les Aravis, la délégation du Comité international olympique présente actuellement en Savoie-Mont-Blanc était à Courchevel ce mardi. Et là-bas également, les pistes sont plutôt prometteuses dans l'optique de l'obtention de l'organisation des JO d'hiver de 2030. Et puis à Saint-Pierre-d'Albigny, ce sont environ 70 enfants âgés entre 12 et 15 ans qui participent jusqu'à jeudi à la 7e édition des Albé Games. Au programme de ce raid sportif, course d'orientation nocturne, un trail et un parcours ninja. Je vous le disais donc en titre, après la Clusa et le Grand Bornand, c'est Courchevel qui a fait l'objet d'une visite des émissaires du Comité international olympique ce mardi. Un passage obligé pour la candidature française pour les Jeux olympiques d'hiver 2030. Et après 2 jours en Pays de Savoie, un premier bilan a été dressé par l'instance olympique. Chloé Lemeur et Ozan Bayram se sont rendus sur place en Vallée de la Tarentaise. Reportage. Ce mardi après-midi, la piste de Courchevel n'a pas été le lieu de rendez-vous des skieurs, mais d'une délégation des membres du Comité international olympique. Leur mission, passer au peigne fin le site proposé par les Alpes françaises dans le cadre de sa candidature pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2030. Si les émissaires n'en sont qu'au stade de l'inspection, le bilan de cette visite semble plutôt prometteur. C'est un lieu qui offre une multitude d'opportunités pour le ski. On peut y faire de la descente, du super G, du géant et du slalom. Et juste à côté, le tremplin de saut permet aussi la pratique du combiné nordique. Le tout avec beaucoup de place pour les spectateurs. C'est incroyable. C'est vraiment un exemple à suivre pour nous tous. En dehors des atouts présentés par Courchevel et des pistes visitées ce lundi en Haute-Savoie, à la Clusa et au Grand Bornand, c'est aussi la compétence des experts sur le terrain et la présence de grands athlètes qui jouent un rôle dans cette opération séduction. C'est fondamental de voir les athlètes, de voir leur enthousiasme, parce qu'ils sont là, non pas en tant que spectateurs, ils sont là pour dire comment d'abord ils sont venus à leur sport, pour raconter leurs histoires personnelles, comment pour certains ils ont l'intention de vivre ces Jeux de 2030, combien ces Jeux quelque part sont fabuleux pour les sports d'hiver français, et comment quelque part ça va continuer l'aventure de Paris 2024. Donc ce qu'on a vu au cours de ces 2 premiers jours est absolument exceptionnel. Ces 2 jours ont aussi permis d'aborder les réaménagements à prévoir sur les pistes. Ils devraient être mineurs à Courchevel, avec une prolongation des tremplins, l'évolution de la tribune ou encore l'optimisation de la piste de l'Éclipse. L'objectif est aussi de réfléchir à attirer le plus de public possible. Il faut qu'on ait du public. Il faut qu'il y ait de la place pour qu'il y ait les enfants. Il faut qu'autour de nos sites, on organise des lieux où des gamins de 9 ans, 11 ans puissent découvrir les sports avec des spots de test. Et pour moi, c'est vraiment un des points que je souhaite, c'est qu'on veut que ce soit des jeux très populaires, avec du public autour de nos pistes et dans nos montagnes. Et ça, on va vraiment travailler dessus pour améliorer encore notre dossier dans ce sens et de faire vivre cette passion des sports d'hiver, parce que c'est ce qu'on a envie de partager. Si tous les voyants semblent au vert, pour l'instant, rien n'est encore définitif. Après une visite des autres sites dans les Alpes du Sud jusqu'à vendredi, les membres du CIO ont désormais 1 mois pour produire un rapport complet qui permettra de statuer définitivement sur la candidature française. Et si la visite de la délégation internationale du Comité international olympique s'est donc poursuivie ce mercredi entre Briançon et Serre Chevalier, les réflexions évoquées lors de son passage dans nos départements imagent bien les lignes directrices de la stratégie menée pour l'horizon 2030. Car si l'on parle d'aménagement minimum ou d'utilisation de structures déjà existantes, des chantiers restent néanmoins nécessaires. Alors nos villages vont-ils se transformer dans les prochaines années? Élément de réponse avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Passés au crible depuis le début de la semaine, les potentiels futurs sites olympiques de 2030 fondent leur principal intérêt dans le fait qu'ils ne nécessitent que peu de travaux avant d'accueillir la plus grande compétition au monde. Pour les épreuves nordiques, comme pour d'ailleurs toutes les autres disciplines, le cahier des charges est conséquent et doit prendre en compte toutes les spécificités d'un événement aux multiples facettes. Il y a 3 disciplines en paranordique, c'est des fauteuils, des athlètes debout ou alors des athlètes déficients visuels. 3 catégories différentes avec des contraintes différentes, surtout pour les fauteuils qui ont besoin d'une piste relativement plus plate avec des virages, enfin plus plate,
ils font des montées. C'est juste qu'ils ne peuvent pas faire des murs et ils ne peuvent pas non plus aussi en descente avoir des virages trop serrés. Donc il y a quand même une réflexion importante à avoir en sachant que le site du Grand Bornand, c'est un cœur de village. Et donc il y a des maisons, il y a des routes, il y a la sécurité, tout ça. Donc ça fait quand même pas mal de choses à prendre en compte. Mais c'est tout à fait envisageable en fait avec de la bonne volonté, de l'envie. Je pense que tout est possible. Une réflexion qui devrait d'ailleurs profiter aux sites eux-mêmes, comme aux clubs et aux pratiquants locaux. Car avec la mise en place des structures olympiques, essentielles pour recevoir toutes les équipes nationales, c'est une nouvelle jeunesse qui attend les pistes nordiques des Aravis. Ouais, je pense que ça va carrément dans le bon sens. Moi, je viens ici depuis de nombreuses années m'entraîner avec le club des sports. Ça n'a pas toujours été évident. On n'a pas forcément une salle pour entreposer tous nos skis. On n'a pas forcément une salle assez grande pour manger le midi quand on faisait des journées de ski ici avec tout le club. Aujourd'hui, on est plus de 100 licenciés. Je pense que si on a un bâtiment, aujourd'hui, on peut avoir un local dédié pour le club des sports. On peut avoir une salle pour tous les touristes qui viennent pratiquer le ski de fond aux confins. Et je pense que dans la durée, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une vraie infrastructure qui peut accueillir du monde à la Clusaz et notamment sur le site des confins. Pour ce faire, des travaux seront tout de même nécessaires, tout comme l'appui des populations locales. Des points importants mais sur lesquels les membres du Comité international olympique ne semblent pas inquiets, bien au contraire. Le savoir-faire, on ne l'achète pas au supermarché, ça s'inscrit dans la durée. Et les Alpes françaises, vous avez un savoir-faire unique sur l'accueil de manifestations. Vous savez non seulement faire techniquement, mais vous savez surtout vous enthousiasmer. Parce que vous avez des gens qui adorent la montagne, qui sont fiers de leur territoire. Et au cours des prochains jours, évidemment qu'on va poser des questions, évidemment qu'il y aura les bonnes réponses, parce que l'idée c'est d'avoir le dossier le plus complet, le plus parfait possible, celui que nous allons porter en commun devant les membres du CIO cet été, on en sera très fiers. Mais si le choix du pays hôte est bel et bien une des étapes les plus importantes, il ne s'agira toutefois que du début d'un nouveau chapitre, qui nécessitera notamment la concrétisation de nombreuses idées en à peine quelques années. Dans le reste de l'actualité en rapport avec les sports d'hiver, c'est une annonce qui a fait l'effet d'une petite bombe ce mercredi matin. Marcel Hirscher est de retour à la compétition. Le skieur alpin autrichien, double champion olympique, octuple vainqueur de la Coupe du Monde et septuple champion du monde, a officialisé son retour sur les pistes 5 ans après avoir pris sa retraite. Mais il ne skiera pas sous les couleurs de l'Autriche, mais sous celles du pays d'origine de sa mère, les Pays-Bas. Marcel Hirscher devrait dans un premier temps concourir sur des courses FIS, en attendant peut-être de retrouver le circuit Coupe du Monde. Cette dernière semaine de vacances a été synonyme de défi, de dépassement de soi et d'entraide pour les 68 jeunes qui ont participé aux Alpe Games. Durant 4 jours, ces aventuriers ont participé à ce raid sportif. Courses d'orientation nocturne, trail, parcours ninja, ils ont tout donné pour la victoire. Kezia Poudou a pu assister à l'une de ces épreuves. On regarde son reportage. Le lac de Carouge paraît plutôt calme et pourtant, des cris d'encouragement résonnent au loin. Ce mercredi, 68 jeunes entament la 3e journée des Alpe Games, un raid aventure regroupant des jeunes du bassin albervillois de 12 à 15 ans. Différentes épreuves sont réparties sur le site et elles nécessitent force, habileté et un peu de roublardise. Regardez un peu les équipes d'avant et on s'en est donné à nous aussi. Il y avait l'eau, on devait remplir les seaux, faire le tour de l'arbre et le remplir dans le bidon bleu jusqu'à un niveau à peu près la moitié. On vient de tirer à 4 une voiture, un 4x4 grâce à nos muscles. Je pensais pas vraiment le faire. J'avais plutôt peur en voyant ça, mais c'est plutôt facile, on va dire ça comme ça. Escalade, course de brouette ou encore jeu d'adresse étaient au programme de la matinée, mais les défis n'étaient pas uniquement en plein air, car à quelques mètres de là, au centre de loisirs Warrior Race à Saint-Pierre-d'Albigny, les 17 équipes de 4 jeunes ont dû faire face à un autre exercice, celui du parcours ninja. Quand vous avez terminé avec les anneaux, vous faites 10 burpees et vous venez taper dans la main du suivant. Je viens de faire un parcours le mur de glace, c'est en gros... Au début, on devait sauter sur des plateformes inclinées. Ensuite, il y avait 2 grands murs. Soit on se mettait sur une face où il y avait une grande barre avec des prises, donc on pouvait s'accrocher. Soit on se tenait sur les 2 côtés. J'ai bien aimé quand on est sauté sur les plateformes. On vient de faire des parcours physiques, surtout avec les forces des bras.
Et c'est super. J'ai bien aimé le mur et l'esprit d'équipe. On a une super équipe, on s'entend tous bien et c'est génial. Un challenge donc pour ces équipes qui se sont toutes surpassées durant cet événement sportif dont le leitmotiv est défi, convivialité et entraide. Ça leur permet plein de choses, ça leur permet déjà de passer un bon moment entre eux, de se dépasser, de voir qu'ils sont capables de faire des choses, de découvrir aussi le territoire, on les emmène un petit peu partout, donc des endroits qu'ils n'ont pas forcément connus. Et puis vraiment de passer un moment hyper motivant tous ensemble. En général, à la fin de la semaine, le jeudi soir, ils sont tous hyper contents de la semaine qu'ils ont passée et de ce qu'ils ont été capables d'accomplir. Ce jeudi, pour la dernière journée, les jeunes vont devoir se mouiller lors d'un parcours aquatique et cette 7e édition se clôturera par un quiz sportif et une course d'obstacles. En football, après 5 victoires de suite en Ligue 2, le FC Annecy enchaîne un deuxième revers consécutif après sa défaite ce mardi soir à Caen, où les hommes de Laurent Guyot se sont inclinés 2-1. Caen avait ouvert le score par Ali Abdi à la 19e minute, réduit à 10 après l'expulsion sévère de Vincent Pajot à la 27e minute. Le FCA va trouver les ressources pour égaliser par Antoine Larose en seconde période. Malheureusement, le Stade Malherbe repasse devant de manière définitive à la 78e minute. Avec cette 15e défaite de la saison, les Hauts-Savoyards restent 16e du classement avec désormais 3 points d'avance sur 3. Le premier relégable. Prochain match pour Annecy ce samedi au Parc des Sports contre Bastia. C'est la fin de cette édition très sportive. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur Vite Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide précieuse. Place désormais à la météo de Thierry Paume. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal sur Vite Mont Blanc. Passez une très belle soirée.